l'objet. L'objet du capital, Marx dit, c'est la chosification absolue, la réification éternelle. Avant le capitalisme, entre la révolution néolithique et le capitalisme, toutes les sociétés d'ancien régime, quelle que soit leur latitude, sont des sociétés d'aliénation et d'oppression. Mais elles sont encore naturelles. C'est-à-dire que les sociétés précapitalistes d'oppression et de domestication compriment l'homme, aliènent l'homme, mais ne vont pas jusqu'à le dénaturaliser. La grande spécificité du capital, c'est que le capital, par la dialectique obligatoire de la valorisation, est le premier mode de production, et aussi le dernier, qui transforme l'homme, parce que l'homme, en produisant les choses, se fait chose lui-même. Et on aboutit à ce que Marx appelle le dessaisissement absolu, et il faut relire les textes de Marx, en particulier les textes où il fait référence à Frankenstein. C'est-à-dire que le capital est un vampire qui suce le sang des hommes, mais le capital est une technologie cybernétique d'abrutissement universel qui veut nous mécaniser dans l'absolue existence de tous nos parcours. Donc, quand on parle par exemple de l'armée de réserve du capital, l'armée de réserve du capital, Marx dit, c'est le grand remplacement par lequel l'homme est remplacé par la femme et l'américain par 3 Chinois. Alors l'américain par 3 Chinois, c'est l'immigration, mais l'homme par la femme. Il a fallu mettre les femmes au travail pour casser le coût du travail. Le capital n'a pas mis les femmes au travail pour émanciper la femme d'un point de vue humain, mais pour l'émanciper d'un point de vue aliénatoire. Donc, dans les années 1930-1950 en France, une famille ouvrière vivait avec le salaire de l'ouvrier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle région, s'il n'y a que le salaire de l'ouvrier, la famille est dans une misère totale. Il fallait donc 2 salaires. Mais il fallait donc 2 salaires à partir du moment où la naturalité fait que la femme porte un enfant. Donc à partir du moment où la femme porte un enfant, il a fallu lui expliquer que son émancipation, au lieu d'être un érotisme naturaliste, c'était la possibilité d'éliminer cette surproduction gênante qui, à un moment donné, pour la dialectique du capital, faisait obstacle à la mise en marche de l'armée de réserve des femmes. Donc on a généralisé l'avortement, on a généralisé en même temps la contraception, et bien évidemment, au bout de la route de la généralisation de la contraception et de l'avortement, le fœtus qui pendant des millénaires, dans toutes les traditions de la primordialité, chez les Indiens, chez les Sioux, chez les Germains, est sacré. Vous prenez les premiers textes grecs, le serment d'Hippocrate dit, dans la dialectique de la naturalité, tu respecteras la naturalité dans tous ses effets, et tu ne produiras pas de PCR abortif. Aujourd'hui, les médecins récitent un serment d'Hippocrate qui est tronçonné. Alors ils auraient pu, dans une honnêteté quelconque, l'appeler le serment de Dubuche. Non, ils continuent de l'appeler le serment d'Hippocrate. Mais ce n'est pas le serment d'Hippocrate. Parce que la valorisation capitaliste doit éjecter tout ce qui pose problème à la chosification. L'objectif du capital, c'est la démocratie pure de la chosification absolue. La réification totale de nos âmes, de nos consciences, de nos affections, pour que nous ne soyons plus que des épaves de rentabilisation. Et au terme de l'épave de la rentabilisation, il y a l'euthanasie. À partir du moment où, dans le cadre de toute cette surproduction humaine, il faut zigouiller par la guerre, il faut zigouiller aussi par l'euthanasie. Pour le capital, que Vincent Lambert soit dans une situation dite végétative. Végétative, ça ne veut pas dire légumes. Hein. Que Vincent Lambert soit dans une situation où il l'est, c'est une situation improductive. Il doit donc être liquidé. Par contre, je m'intéresse énormément à l'archéologie et à la préhistoire. J'avais fait un texte il y a plusieurs années. On avait découvert dans une grotte du nord de l'Espagne, en faisant des fouilles, un groupe. Et ce groupe remontait à l'Albergensis. L'Albergensis, c'est une phase préhistorique qui doit correspondre à 35-40 000 avant Jésus-Christ. Et on avait découvert dans ce groupe une Vincent Lambert, c'est-à-dire une jeune fille qui était atteinte, enfin une jeune fille, elle avait 32 ans à l'époque, au moment où elle est morte. Mais elle était atteinte, parce que quand on fait une analyse
osseuse en profondeur, on découvre de l'ADN, on découvre toute une série de choses et on découvre les maladies du sujet. Et on a donc découvert que cette jeune fille avait une maladie génétique dont j'ai oublié le nom, mais qui se traduisait par une paralysie totale. Donc, à l'Albergensis, dans une communauté primordiale de l'être générique humain, des pauvres couillons qui ignoraient l'argent évidemment, et qui n'avaient pas de portable, cette jeune fille, qui était immobilisée comme Vincent Lambert, a été recueillie, choyée, alimentée, caressée, aimée. Ils ne l'ont pas tuée. Et elle a poursuivi le long de sa vie. Ça, c'est possible dans une communauté primordiale où les gens ont une relation d'amour à l'autre. Vincent Lambert, c'est un paquet de viande inutile, totalement improductif pour la dialectique du capital. Mais c'est là où, si vous voulez, les gens qui se battent contre l'euthanasie, qui se battent contre la PMA, qui se battent contre la GPA, sur la base du « on ne peut pas laisser faire ça », mais sans le comprendre sur une base insurrectionnelle, radicale, n'ont rien compris. L'euthanasie sera généralisée. La PMA sera généralisée. Le TAFTA sera généralisé. On ne peut pas se battre à contre-pied contre la dialectique dévoratrice du capital qui emportera tout. Les sudistes avaient des généraux qui étaient 10 fois plus intelligents que les généraux nordistes. Ils ont tenu pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis bon, ils ont perdu parce que la dialectique industrielle du Nord était la plus forte. Napoléon aurait très bien pu gagner en 1815 à Waterloo. Il s'en est fallu de peu. Mais s'il avait gagné à Waterloo, il perdait 3 mois après, parce que dans le rapport de force, la dialectique des forces productives était la plus forte. À la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a terminé avec le Messerschmitt 262, qui était le premier avion à réaction au monde. Elle avait les meilleurs tanks, elle avait les meilleurs armements. Mais la dialectique des forces productives mondiales, du pétrole américain et de la production américaine, sur les plages de Normandie, pour qu'un Sherman arrive à flinguer un Panther, il fallait au moins sacrifier 4 Sherman. Mais ils s'en foutaient. Il y avait 10 000 Sherman, 20 000 Sherman, 30 000 Sherman. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. Et toutes les formes passées qui nous rattachaient encore un peu d'humanité vont disparaître. Donc, que faire? Surtout ne pas se battre pour restaurer un passé qui est mort, parce que le capital dévorera tout, mais se battre sur une ligne intransigeante d'ontologie radicale en disant, et j'y reviens tout à l'heure, puisque notre ennemi, c'est pas la finance, notre ennemi, c'est pas l'usure, notre ennemi, c'est la marchandise, notre ennemi, c'est l'argent. Et là, il y a eu tout un débat dans la première internationale entre Proudhon et Marx, et le grand débat entre Proudhon et Marx, qui déjà préfigurait tous les groupes radicaux qui seraient anti-bolcheviques, anticapitalistes d'État. Il y a un abîme entre Marx et Lénine, parce que Marx, c'est justement l'anti-Lénine, c'est l'anticapitalisme d'État bolchevique, mais en même temps, c'est la récusation totale du proudhonisme. Et aujourd'hui, tout le monde est proudhonien. Tout le monde est proudhonien au sens où on veut bien la banque sans ses excès, on veut bien l'argent sans ses excès, on veut bien la finance mais sans... Alors pendant un moment la mode c'était le libéralisme, puis après on a inventé l'ultralibéralisme, mais tout ça c'est des sornettes. La critique radicale de l'économie politique, dans l'ontologie subversive, extrémiste de toute l'histoire de l'intelligence humaine, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'argent, ou on détruit l'argent, ou l'argent nous détruit.